Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de TéléMB. Ça fait 38 ans qu'à Mons, on fête le cinéma et on fête aussi l'amour au travers d'un festival qui est devenu un événement majeur de la saison culturelle dans la région. Tous les ans, des réalisateurs, des comédiens, des comédiennes viennent se prêter au jeu des photographes pour leur grand plaisir. Ils viennent aussi rencontrer pas mal de public qui vient à leur rencontre et c'est bien naturel, c'est ça le but aussi d'un festival. Pour en parler avec nous, puisque nous allons en parler et vous donner envie d'aller au festival qui se déroule cette année du 10 au 18 mars à Mons, nous allons accueillir Maxime Dieu. Bonjour Maxime. Et bonjour Manu. TéléMB est partenaire et donc on va faire cette émission ensemble pour donner envie à nos téléspectateurs d'aller au cinéma et plus facilement aussi, plus spécifiquement lors du festival du 10 au 18 mars. À côté de vous, on a convoqué un retraité, mais quel retraité? Un retraité avec un agenda incroyable. Monsieur Cinéma est avec nous. Philippe Reinhardt, bonsoir, merci d'être avec nous. Mais merci de m'accueillir. Alors vous êtes là aussi parce que vous participez à votre manière au festival et on en parlera pendant cette émission. Je ne saurais pas faire autrement. Ben voilà, bienvenue à Mons, comme d'habitude. De l'autre côté de la table, on a Grégory Lecoq. Grégory Lecoq, réalisateur montois, qui a tourné un film à Mons, dans les rues de Mons, avec une histoire montoise, on va dire ça comme ça, on en reparlera tout à l'heure. Et vous êtes, vous, sélectionné dans la catégorie des courts-métrages, et ça sera très sympa de parler d'un film montois dans un festival montois. C'est très très sympa. Avec moi aussi, une tête que vous connaissez sur TéléMB, c'est Nora Arras, notre Madame Culture. Et si on prenait l'air, Nora ? Au festival. Au festival cette fois-ci. Vous allez m'accompagner pendant toute l'émission et on donnera aussi les rendez-vous. Parce que sur TéléMB, forcément, il y aura des rendez-vous très spécifiques autour de ce Love International Film Festival. C'est comme ça qu'on l'appelle cette année. On commence avec vous, Maxime, si vous voulez bien. Je dois vous demander comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer ? Mais ça va très bien se passer et c'est avec beaucoup d'envie et d'énergie et un très beau programme, je pense, que nous abordons cette 38e édition du Festival de Mons, comme vous l'avez dit, désormais Love International Film Festival, qui se déploiera sur 3 sites. Imagix Mons, le Plaza Art House Cinéma et le Théâtre Royal de Mons. Nous présenterons 79 films, 62 longs métrages, dont 35 inédits en Belgique, 17 courts métrages, il y aura 92 séances publiques, 34 séances destinées au jeune public, et puis des rencontres, des conférences, et surtout de la convivialité qu'on retrouve vraiment pleinement cette année. Alors, comme l'année dernière, c'est devenu maintenant une habitude, la clôture se déroule le samedi. Après une semaine de compétition, ce qui laisse un week-end en plus finalement au public pour venir à la rencontre du festival. Un demi-week-end. Ouais, mais un bon demi-week-end. Mais un bon demi-week-end et un deuxième vendredi qui est très très animé cette année. C'était aussi le but en ajoutant cette journée particulière. Voilà, c'est une parenthèse. L'ouverture et la clôture sont vraiment une parenthèse. Et en fait, vous savez, un bon festival de cinéma, c'est un peu comme un bon film hollywoodien, ouais. En fait. Il doit y avoir un début spectaculaire, une fin spectaculaire, entre les deux, un scénario efficace et puis un bon casting. On va revenir sur l'ouverture dans un petit moment. Vous le disiez, hein, le festival, c'est aussi l'occasion pour que le grand public croise des comédiens qui voient à la télé, qui voient sur grand écran tout le reste de l'année, qui croisent des réalisateurs, qui discutent avec eux. Il y a un espace public dans lequel on peut discuter comme ça, comme on le fait nous deux en ce moment. C'est ça, un peu naturellement. Mais c'est cette partie de convivialité qui est indispensable dans un festival de cinéma. Et à Mons, on veut vraiment que le festival reste à hauteur d'homme, et qu'on puisse, à hauteur d'hommes et de femmes, et qu'à un moment, on puisse échanger avec les invités facilement. C'est quelque chose en fait, qui est assez, je ne vais pas dire unique au festival de Mons, mais qu'on ne retrouve pas dans tous les festivals de cinéma. Et nous, on tient beaucoup à cette proximité entre les invités et le public. Alors, du côté d'Imagix, il y a une sorte de grand bar public, là où tout le monde se croise. Et puis, on se croise aussi de manière très naturelle au Plaza, puisque les couloirs sont plus étroits et on est obligé de croiser les comédiens. Finalement. À un moment au Plaza, c'est vrai qu'il y a une réalité de l'espace qui fait qu'à un moment, forcément, on se retrouve toujours nez à nez avec une personnalité du film. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre force aussi dans le centre-ville. Vous savez quoi ? En arrivant ici, je me suis retrouvé nez à nez avec Philippe Reinhardt, qui va nous expliquer pourquoi, Philippe, depuis 38 ans, vous êtes fidèle au Festival de Mons. Nez à nez et barbe à barbe. Tout à fait, on s'est retrouvé barbe à barbe. Mais c'est une histoire de cœur, hein, comme le nom l'indique, le nom de l'émission l'indique. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être embarqué dans ce festival dès sa toute première édition. Puis bon, fatalement... on s'attache à ces petites bêtes, hein, c'est comme ça. Et puis voilà, bon, on ne va pas refaire toute l'histoire. Il y a eu un moment où on s'est fait très très peur, là, il y a quelques années.
battre mon cœur s'était arrêté. Et puis Maxime est arrivé. Et je dois dire que moi, je suis ravi de voir la programmation cette année. Ravi de voir que un équilibre a été retrouvé parce qu'il y avait les racines historiques de ce festival du film d'amour. Il y avait la volonté de Maxime, et qui a sauvé, il faut bien dire, le festival, de réintroduire une dimension internationale cinéphile qualitative. Et alors là, la fusion pour arriver au Love Film Festival avec un coup de jeune incroyable au niveau du graphisme, au niveau de l'affiche. Bon, je regrette que les lunettes soient rouges, pas blanches. Bon, à ce détail près, je n'ai que des louanges à apporter. Enfin, je suppose qu'on va un peu parcourir le programme, mais il y a de gros morceaux extraordinaires. Sans encore parler des films, je vais vous parler des invités. Est-ce que vous avez vu la liste des invités? Emmanuel Berco, Michel Blanc, Agnès Jaoui, Jonathan Zakaï, Vladimir Cosma, Stéphane Fraisse, Karim Leclou, Jackie Berroyer, Benoît Mariage. Que du beau monde. Hein. Ah oui, que du beau monde. Et comme le disait Maxime aussi, reçu dans des conditions qui font que c'est pas les superstars loin sur une estrade avec un spot. Enfin, je veux dire, c'est une occasion d'échanger et vraiment d'approcher au plus près, finalement, le cinéma en train de se faire. Oui, ben voilà, Berco, Blanc, déjà rien pour ces deux-là, il faut venir. Et puis ça va pas arrêter. C'est important, hein, Maxime, d'avoir des invités qui sont des personnages importants du PCF. Le paysage cinématographique francophone, par exemple. J'ai eu peur, parce que rien d'autre. Oui, c'est ça. Oui, c'est important dans un festival de cinéma. On essaye de maintenir un équilibre entre les découvertes et des noms auxquels peuvent se raccrocher différents publics. Et c'est vrai qu'Emmanuel Berco, Michel Blanc, Agnès Jaoui, Vladimir Cosma sont des noms qui parlent plus largement. On citera aussi les présidents de jury, Laura Vandel, Fabrizio Rongione. Ouais. Voilà, toute la semaine, l'idée, c'est d'avoir ce mélange entre des découvertes et des noms connus. Et ça contribue effectivement aussi au rayonnement du festival plus largement que dans la région de Mons. Et ça commence le 10 avec l'ouverture. On le disait, c'est un moment important pour vous, un moment important pour toute l'équipe. Il faut lancer la machine en présence de tous les partenaires, de toutes les personnalités qui seront là, la presse, attention, la presse sera là. Et donc, il faut faire attention à tout et il faut programmer un bon film. Et il faut programmer un bon film, oui, voilà, c'est un exercice vraiment particulier, le film d'ouverture en matière de programmation, et je n'entrerai pas dans les détails, mais cette année, je dois dire que c'est plutôt une bonne pioche, comme on dit, c'est un film qui vraiment a fait une certaine unanimité au niveau du comité de programmation. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché, parce qu'il y a un côté montagne russe émotionnel, et alors c'est le film Quand tu seras grand, j'allais y arriver. Hein, parce que vous ne voyez pas l'écran, on l'avait inscrit en grand. Voilà. C'était insupportable, comme tu dis. Mais c'est un film, en tout cas, que je rapprocherais du cinéma de Toledano et Nakache, des films comme Intouchable, comme Le sens de la fête, où tant dans les moments plus dramatiques que dans les moments drôles, c'est vraiment extrêmement bien fabriqué et on passe comme ça de l'un à l'autre. Et c'est une belle réussite. Je pense que ce film d'ouverture va marquer les spectateurs du festival. Vous savez quoi, je vous propose qu'on en regarde un extrait, histoire de se rendre compte un peu de l'ambiance de ce film qui n'est pas feel good, mais qui est de bonne humeur. C'est ça. Aude! Quoi? C'est une intoxication, c'est dégueulasse! Médite sur ta connerie, voilà, je peux pas te le dire autrement. Je peux goûter? Mais madame, c'est la même chose que vous. Oh bah c'est vraiment pas bon. Mais Aude! Même la vieille, elle dit que c'est dégueulasse. D'abord on dit résident. Oui, ben la résidente. Hein, madame, je peux dire la vieille, hein. Ah. Bah oui, tu as raison, j'ai 93 ans. Alors ça, c'est vieille. Tu as raison. Qu'est-ce que j'ai reçu quelque chose? Oh bah c'est une boulette de pain, non mais, peut-être. Aude, quelqu'un me jette des boulettes de pain. On ne jette pas des boulettes de pain sur Brio, c'est pas un pigeon. Voilà, il y a une confrontation entre des générations, forcément ça fait naître des sentiments. Les méchants ou les plus fourbes ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Hein. Mais c'est ça, mais c'est un principe au cinéma qui est assez connu, c'est faire se rencontrer deux mondes qui en fait n'ont rien à voir entre eux, même si bon, en fait ils ont tout à voir, entre les pensionnaires d'un EHPAD, comme on dit en France, une maison de repos, et une classe d'école primaire avec qui ils vont devoir partager la cantine et donc un peu l'espace
de cette maison de repos. Un peu comme sur ce plateau. Hein. Je n'osais pas le dire, mais voilà. On partage les générations, c'est ça. D'ailleurs, Nora, la plus jeune d'entre nous. Oui, voilà, justement, j'avais une question concernant le gala d'ouverture. On s'imagine tapis rouge, limousine, strass et paillettes. Que ça se passe comme ça ? Eh bien, il y a tout ça, effectivement. Les limousines, les voitures qui arrivent devant le paparazzi. théâtre, avec les invités qui sortent. Les chasseurs d'autographes. Alors, c'est un tapis rouge. Il y a moins de marches qu'au Festival de Cannes, mais ça reste quand même un beau tapis rouge. Il y a les photographes. Il y a un vrai engouement, et je pense que c'est un engouement dans lequel on sent une participation de la ville plus largement. Il se passe vraiment quelque chose qui est un peu unique durant l'année à Mons. Voilà, c'est une ouverture de festival qui est comme le reste du festival. Ça veut dire qu'il y a aussi cette proximité. On aura l'équipe du film présente. On sait qu'après le film, il y a une petite réception et ils vont descendre, ils vont aller discuter avec le public, il y aura des photos, ça veut dire qu'ils ne disparaissent pas non plus après la projection. Et ça, on y tient beaucoup, ça veut dire entre cet équilibre entre quelque chose qui fait ouverture de festival, qui fait glamour, qui fait paillettes, et puis toujours cette proximité, cette convivialité. La réussite de 38 ans de festival, c'est aussi son thème, forcément, l'amour. Alors quel bon choix au départ, forcément. C'est un thème qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de festivals dans le monde, comme ça. C'est pour ça que quand des invités viennent de l'extérieur, ils disent « Oh, quel thème extraordinaire, quelle bonne idée vous avez eue ». Qui a eu l'idée? D'où ça vient? Comment ça se passe? Alors, c'était pas moi. C'était pas vous. Vous n'étiez pas né. Si, j'étais né quand même. Je n'ai pas bien grand, mais j'étais quand même né. Mais je pense que Philippe pourra répondre, parce qu'il était encore jeune, mais il était à l'origine aussi de... Non, rendons à César ce qui appartient à Elio. À l'époque, l'échevin... je ne sais plus de quoi il était. Je fais des travaux publics ou... Non, c'est pas la gare, n'avait pas démarré. Hein. Non, pas. Non. Je me trompe. Non, c'était les affaires sociales. Et Elio Di Rupo donc, était venu me trouver en disant il faudrait un festival à Mons, qu'est-ce qu'on fait? Et à l'époque, c'était le début des festivals thématiques. Il y avait le premier festival du Polar à Cognac, Festival d'Avoriaz, fantastique, etc. Aussi, hein. Et donc, on a eu cette idée, j'ai dit, ben voilà, il faudrait prendre un thème, et c'est lui tout de suite qui a, comme tout le monde le sait, un très gros cœur, qui a dit, faisons un festival du film d'amour. Ça n'a pas été complètement simple au démarrage, parce que ça faisait plutôt sourire. Bobo. Encore maintenant, Maxime, je pense qu'il faut décoder le mot amour. Le mot amour, c'est pas simplement une relation homme-femme traditionnelle, entre guillemets. Oui, et puis moi je pense que l'intérêt de ce thème, de manière générale, que ce soit dans ses premières années comme maintenant, c'est que c'est un thème qui évolue. Ça veut dire que c'est pas figé sur une idée. L'amour, de la façon dont il était abordé au cinéma dans les années 80, c'est pas la même chose aujourd'hui, et donc on peut l'aborder de multiples façons. Et nous, au niveau du comité de programmation, c'est d'être pertinent avec ce thème dans les films qu'on propose. Et ce qui est bien, c'est que les gens de ce comité de programmation sont des amoureux du cinéma, donc c'est pas si compliqué. Voilà. Et donc on développe des notions d'amour. Nora, vous les avez repérées dans la programmation, des notions d'amour forcément homme-femme. Quelquefois homme-homme ou femme-femme, peu importe. Les animaux, pourquoi pas aussi. Alors vous aimez les animaux, la nature, les villes, ça peut être l'amour au sens très très large. C'est dans le rapport aussi aux relations humaines, à la question affective. On est sur cette idée-là. Donc l'idée, c'est pas qu'on puisse croire, et ça c'est vraiment à tort, que c'est un festival de comédie romantique. Ça c'est parfois un peu le cas, même si on peut avoir des comédies romantiques et même des excellentes comédies romantiques. Comme on voit sur les images qui passent actuellement, l'amour c'est aussi le contact, l'amitié, le fait d'être ensemble et de vivre ensemble. L'idée c'est d'être au sens large et d'être pertinent et voir comment le cinéma en fait aujourd'hui parle de l'amour de manière la plus large possible et à travers des cinématographies du monde entier. C'est ça aussi qui est l'intérêt du festival, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut connaître dans le cinéma francophone. On n'en a pas parlé, il y a des gens qui viennent de loin cette année, parmi les invités? Parmi les invités, oui, on a des invités qui viennent du Brésil, d'Iran, du Canada, entre autres. Et puis, on a quand même un gros contingent de films français et européens. Voilà, c'est important. Même un ou deux Bruxellois. Quand même. Et quelques Bruxellois. Et alors, on a des spectateurs aussi qui viennent de plus loin, qui viennent quand même au niveau de la France, qui font quand même le chemin pour venir jusqu'à nos salles. Très bien. L'amour, est-ce qu'il évolue? Est-ce que le cinéma évolue? Moi, je pense que oui. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec Grégory. On verra si son cinéma et sa manière d'écrire, puisque vous êtes aussi scénariste, Grégory, vous êtes surtout scénariste. Est-ce que votre façon d'écrire évolue?
en 10 ans? Est-ce que ça a évolué? Le cinéma évolue-t-il? Philippe Reynard, je vous pose la question à vous. Vous qui avez connu tous les cinémas, finalement. Oui, j'ai bien connu les Frères Lumière. Voilà. Non, mais oui, et pour l'instant, plus que jamais. Hein, enfin, je veux dire, ça vous a sans doute pas échappé qu'on a une crise sanitaire mondiale, que les salles de cinéma ont été fermées pendant des semaines pour la première fois depuis la guerre. Enfin, je veux dire, c'est quand même un événement majeur. Et l'après-Covid ne ressemble pas à ce qu'il y avait avant. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Déjà, la fréquentation des salles, globalement, est beaucoup plus faible qu'en 2019, avec de brillantes exceptions, je tiens à le dire, parce que le Plaza Art House fait partie des salles qui sont loin au-dessus de la moyenne belge pour l'instant, ce qui veut dire quelque chose. Je pense c'est le résultat d'une bonne programmation. Je pense vraiment que on va vers deux types de cinéma. Le cinéma très grand spectacle, avec les sièges qui bougent et du vent dans les cheveux, les films super-héros. Et à l'autre bout de la chaîne, des films qui vous secouent, mais à l'intérieur, qui vous parlent, qui vous interpellent et qui sont accompagnés. Donc, avec une programmation didactique, enfin, des gens qui savent ce qu'ils vendent. Ce qui va souffrir terriblement dans les semaines, les mois qui viennent, c'est le cinéma de l'entre-deux, enfin, la comédie française. Enfin, si elle n'a pas quelque chose de plus à nous apporter, elle va mourir. Grégory, vous êtes un peu des deux côtés en tant que spectateur. Je suis certain que vous allez beaucoup au cinéma. Et en tant que scénariste, est-ce que votre manière d'écrire a changé, a évolué depuis que vous avez commencé ce métier? Ou est-ce que vous êtes dans votre ligne artistique personnelle? Ma manière d'écrire, pas spécialement, parce que je pense qu'il y a... Enfin, moi, je suis très cinéma américain, très scénario cadré, je dirais. Et donc ça, je ne pense pas que ça évolue. Par contre, le cinéma évolue, et comme la société évolue, et à une vitesse incroyable, au niveau de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, de mon petit exemple à moi, ici, je suis sur mon premier long métrage, dont la protagoniste est une sourde. Et assez naïvement, il y a 5-6 ans, quand j'étais sur la préparation du film, je pensais prendre une actrice entendante et qu'elle joue le rôle d'une sourde, comme il y avait eu dans La Famille Bélier. Et je me suis rendu compte ici que, par exemple, ça ne passe plus du tout. Évidemment, c'est comme si on prenait un blanc grimé en noir. Et en fait, toutes les portes se sont fermées parce que la société a changé. Et là, je me rends compte. Ça aurait été une levée de bouclier des associations. Oui, c'est ça. Mais en fait, par exemple, La Famille Bélier, à l'époque, avait été très mal reçue, évidemment, par la communauté sourde. Qui se demandait évidemment pourquoi ne pas prendre des acteurs sourds, quoi. Nora, vous avez l'impression que le cinéma a évolué? Alors oui, moi plus d'un aspect au niveau de la critique, bien évidemment. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, on retrouve des critiques sur différentes plateformes. On n'a plus affaire nécessairement à des professionnels. Et c'est là aussi que je me dis, ça a évolué. Finalement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Je veux aller plus vite à savoir ce que je veux regarder. Donc oui, le cinéma a évolué pour moi d'un point de vue de la critique. Et... Alors, c'est la super transition, parce que dans le temps, quand on voulait aller au cinéma, qu'est-ce qu'on faisait? On lisait la presse écrite, on se précipitait sur la page 25, parce que c'était toujours à la fin du journal. Hein. On lisait les articles, ou on écoutait Hugues Daillet à la radio, ou on regardait un certain Philippe R à la télévision, et puis on avait un avis tranché, on savait s'il fallait ou pas y aller. Maintenant, tout le monde a son avis, ce qui est normal, mais on écoute un peu tout le monde. Philippe? Oui, je pense vraiment que, on parlait de la transformation du cinéma. La critique est en pleine mutation aussi. Mais moi, je pense qu'elle doit retrouver, tout comme les festivals d'ailleurs, un aspect extrêmement positif. Parce qu'il y a un malentendu autour du mot critique. Hein. Pour moi, un critique, c'est un analyste. Ou une critique, c'est quelqu'un qui analyse et qui se donne un peu les moyens de comprendre comment fonctionne le film. Alors que pour la plupart des gens, aujourd'hui, on prend critique dans le sens, ils critiquent tout. Hein. C'est négatif. Et je pense que certains de mes collègues ont été un peu trop loin dans ce qui est marrant, c'est de descendre le film et faire un bon mot. Et en 30 secondes, on ruine 4 ans de travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, le cinéma n'a pas besoin de ça. Le cinéma a besoin de gens positifs qui
qui jouent plutôt un rôle d'éclaireur, qui disent « Vous avez vu, ce film, vous allez le rater, mais il est super bien, et voilà pourquoi il est bien. » Et c'est pour ça que des festivals comme celui de Mons sont très importants. Parce que le festival, c'est le moment où on peut soi-même devenir critique pendant 2 minutes en rencontrant le réalisateur en fin de film, en discutant avec lui et en comprenant son travail. Ça, c'est quelque chose de... C'est un moment unique. Avec les autres spectateurs. Vous savez, il y a des études là-dessus, mais le bouche à oreille reste le meilleur moyen de faire fonctionner un film. Alors, à Mons, on a compris ça, que la critique évoluait. Tout d'abord, ça fait 2 ans que vous accueillez, si je ne m'abuse, un dénommé Intercut, c'est le nom de son channel sur YouTube, on va en voir quelques images. C'est Louis Rossignol, en fait, qui est un YouTuber qui travaille aussi avec McFly et Carlito, pour ceux qui connaissent. Alors lui, en 10 minutes, il vous donne son avis sur un film en allant chercher aussi des idées dans des films monumentaux, des films qui font partie de l'histoire du cinéma. C'est monté très cut, c'est le cas de le dire. C'est efficace, ça s'écoute n'importe où, dans le bus, dans le train, voilà. Et c'est ça la nouvelle critique Je pense que c'est une des nouvelles partie des nouvelles critiques et c'est vrai qu'on est passé en fait d'un monde où on avait des critiques qui étaient, on avait un spécialiste face à soi qui était identifié comme un spécialiste, comme Philippe. Moi j'ai grandi quelque part avec les critiques avec Télécinéma. Il y avait d'ailleurs aussi une très bonne émission sur TLMB. Et puis il faut dire que les choses ont quelque peu basculé avec les nouvelles possibilités et c'est vrai que les youtubeurs aujourd'hui, dont fait partie Louis Rossignol, ce sont des nouveaux critiques et qui s'adressent vraiment différemment aussi à d'autres publics. Ils s'adressent plus au public comme un copain, en fait, en expliquant des aspects du film qu'on ne retrouve pas dans une critique plus traditionnelle dans la presse telle qu'on l'entend normalement. Alors, qui autour de la table regarde ce genre de critiques, Philippe? Moi, je regarde Maxime, parce que Maxime est devenu un youtubeur aussi. Alors voilà, c'est ça. Oui, on avait dit qu'on ne faisait pas de promo dans la famille, tout ça. Mais effectivement, mais voilà. Vous me demandez ce que je regarde. Voilà, très bien. Mais au-delà de Maxime et de son intéressant channel, est-ce que vous regardez aussi les avis des uns et des autres sur YouTube ou sur Internet? Oui, mais moi, je suis quand même un peu d'ancienne école, donc moi, je continue à écouter Le Masque et la Plume. Alors, maintenant, je me déculpabilise, je dis, je l'écoute en podcast. Ouais. Alors, ça fait mieux que de dire que j'écoute à la radio. Vous étiez tous les dimanches soirs, comme ça, avec le transistor. Et moi, je ne regarde quasiment plus que les youtubeurs, en fait. Je suis encore un peu, évidemment, la presse, mais c'est vrai que j'ai pris, et c'est arrivé pendant le lockdown, la pandémie, j'ai découvert ça à ce moment-là, et j'ai trouvé ça, mais il y avait là un vivier. C'est pas toujours intéressant, c'est pas toujours pertinent, mais en tout cas, il y a quelque chose en plus qui se passe, et qui, je pense, peut servir aussi la promotion des films aujourd'hui. Ok, Grégory, vous avez quelques channels? Je regarde Hugues Daillet, même si parfois il faut avouer que c'est un peu le jeu de massacre. Mais d'ailleurs, si un jour il doit critiquer un de mes films, je n'écouterai pas. On va garder cet extrait, on va lui envoyer tout de suite. Mais en général, ses goûts et ses conseils sont plutôt en lien avec les miens. Donc voilà, j'aime encore mieux. Nora? La même chose comme Maxime, plus sur YouTube, je me dis aussi, on a envie d'avoir plus vite une réponse, savoir est-ce que ce film est bon ou pas. On n'a pas envie de perdre du temps, tout simplement. Et après, j'entends bien le travail qu'a un critique, mais c'est plus complexe. Et finalement, je pense qu'on n'est plus à la recherche de ça nécessairement. J'ai envie de savoir directement, vais-je perdre mon temps ou pas pour aller voir? Alors, il n'y a plus le plaisir d'aller dans la salle et de découvrir éventuellement une pépite Si, pourquoi pas se laisser surprendre, oui, si, quand même. C'est aussi le but du cinéma, c'est aussi d'aller voir un film quelquefois au hasard, poussé par un copain, et de se dire, waouh, quel film. Encore une fois, le bouche à oreille, c'est le meilleur vecteur. Mais après, je pense que... mener en salle des expériences, faire revenir un petit peu la cinéphilie. J'ai eu la chance, par exemple, d'être invité par le Plaza il y a quelque temps pour représenter 2 films de David Lynch. Je trouvais que le public était suspendu. Alors que là, je l'ai joué un peu ancienne école, avec des photos et un exposé. Et en fait, ça marche. Donc, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Ça ne sert à rien d'aller faire une longue présentation philosophique sur les Avengers. Encore qu'il y aurait moyen. Mais je pense qu'il y a une certaine cinéphilie qui se réintroduit aussi différente, mais qui ne joue pas pour le choix du film. C'est vraiment l'idée, je vais passer une soirée et je vais un petit peu apprendre des trucs.
Vous l'avez compris, Philippe Reinhardt a beaucoup de choses à dire sur la critique et ça pourrait vous intéresser d'être au Plaza Art House le mardi 14 à 18h puisque Philippe sera avec une table ronde et différents invités, dont Louis Rossignol notamment, pour parler justement de l'évolution de la critique cinématographique. Quel plaisir en fait d'être critique soi-même, et vous serez tous critiques en allant au festival, puisque si vous allez voir un film et que vous avez quelque chose à dire sur ce film, vous agrippez une des équipes de TLMB que vous croisez, il y aura des équipes de TLMB un peu partout, et vous leur donnez votre avis, et votre avis se retrouvera bien entendu sur nos réseaux sociaux. C'est une bonne façon de faire de la promo aussi pour les films qui seront projetés au festival. Philippe, je suis désolé, je vais vous demander une critique maintenant. On vous met au défi. Vous avez dû regarder pour nous un film, je sais que c'est compliqué pour vous. Vous avez dû regarder le film Chiara, un film italien de Susanna Niccarelli. Le film Chiara, alors en 2 mots, hein, je résume, je fais le pitch, vous me corrigez si c'est pas bon. Nous sommes en 1211 ou 1212. Donc là, déjà, un peu des deux. Un peu des deux. Et Claire d'Assise rejoint François d'Assise pour faire vœu de pauvreté avec lui, aux grandes dames de sa famille noble et riche qui essaie de la récupérer. Mais voilà. C'est très bien résumé. Voilà. C'est très bien résumé. Moi, c'est un film que j'attendais avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé les 2 films précédents de la même réalisatrice, qui est une italienne qui s'appelle Susanna Niccarelli, et qui s'est mis en tête de faire une trilogie de portraits féminins. Ça devrait vous parler. Elle a commencé avec Nico, la chanteuse de Velvet Underground, dont elle a raconté la dernière année de vie, et puis un film très étonnant sur la fille cadette de Karl Marx. Tout le monde avait oublié que Karl Marx avait eu 3 filles. Bon, ben voilà, c'est Eleanor Marx. Et le film s'appelait Miss Marx, de manière assez marrante. Et donc, on se disait, qu'est-ce qu'elle va nous sortir pour terminer sa trilogie? Et là, elle a surpris tout le monde, puisqu'elle nous a fait un film sur Sainte Claire, la fondatrice des Clarisses. Donc, c'est pas vraiment là où on l'attendait. Ouais. Mais je dois dire que le film est une réussite parce qu'il colle complètement au personnage. Un esthétisme particulier. C'est une esthétique, enfin c'est un film somptueux, c'est beau à regarder d'un bout à l'autre. On a l'impression vraiment que la caméra est partie au Moyen-Âge, au Moyen-Âge. C'est un sans faute, la comédienne est complètement fascinante, charismatique, comme on imagine que l'était Claire d'Assise, sa rencontre avec François d'Assise aussi. Après, c'est pas un film d'action. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais les effets spéciaux, ils sont dans les miracles que va faire Claire d'Assise. C'est un film à la fois social et c'est une incroyable histoire d'amour, puisque c'est pour François d'Assise que cette jeune noble quitte son statut. Très bien. Alors, c'est bien. Alors, votre critique est parfaite. Pour en savoir un peu plus, il y a une rencontre avec la réalisatrice, une leçon de cinéma, que vous allez animer. Hein. Oui. Ouais. Oui, animé par Philippe, c'est ça. Je ne laisserai personne d'autre le faire. Non. C'est au Plaza, c'est ça. à 20h. Donc, il y a plusieurs leçons de cinéma dans le cadre du festival. Et ce sont en fait, les leçons de cinéma, c'est un mot pour dire rencontre aussi avec le public. Et donc, on parlera, et je pense que Philippe parlera aussi justement de cette trilogie et spécifiquement de ce film qui est très très bien fabriqué pour l'avoir vu aussi. Très bien. Voilà, je le recommande également. Eh ben voilà, tous pour Chiara, ça sera donc le lundi 13 mars à 20h. Il y aura une deuxième projection le lendemain, toujours au Plaza. Profitez-en. www.lif avec 2f-mons.be. C'est le site sur lequel vous pouvez avoir tout le programme du festival. Je me tourne maintenant vers quelqu'un qui ne fait pas dans le contemplatif. Grégory. Ah non. Grégory, vous êtes le réalisateur de La solitude de l'ours. C'est un court-métrage qui ne fait pas du tout dans le contemplatif. Là, on est vraiment dans l'action. On rentre directement dans l'action. On va parler du pitch dans quelques instants. D'abord, ce projet, il est né quand? Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Ça a pris 2-3 ans. En plus, on était en période Covid, donc c'était pas évident. Ça a un peu reculé les échéances. Donc voilà, ça a pris 2-3 ans. Je l'ai écrit à 3 ans. Projet Montois, réalisateur Montois, filmé à Mons. Full Montois, oui. J'ai tourné à Mons, à 100 mètres d'où j'habite. Donc c'était assez cool. Et puis d'un autre côté, le précédent, on était à l'hôtel. Et donc j'aime bien aussi être avec mon équipe. Ici, voilà, quand c'était fini, je rentrais chez moi. C'était un peu bizarre, mais on n'avait pas les moyens de loger tout le monde. Parce qu'il faut savoir que toute l'équipe venait de Bruxelles. En fait, je fais venir tout le monde à moi. Je ne bouge pas de chez moi. Et voilà. Mais c'est super confortable quoi, de tourner à Mons. Alors quand vous avez appris que vous étiez sélectionné pour le Festival de Mons, qu'est-ce que ça fait? Un petit frisson en plus?
Ah oui, c'était cool, bah ouais, c'est ça, parce que voilà, comme je vous dis, j'habite à 100 mètres du Plaza, donc je pouvoir faire venir mes amis, ma famille, donc c'est quelque chose de particulier. Allez, on va regarder un extrait. Je donne le pitch en 2 mots. C'est l'histoire d'un jeune père de famille, un petit peu au banc de la société, qui s'occupe de sa petite fille, mais qui l'emmène peut-être dans des endroits où il ne faut pas aller. Regardez cet extrait. Mon papa doit aller voir quelqu'un en vitesse, ça va? Mais t'as une soif. Oui, mais regarde, c'est un café. Il y a plein de trucs à boire. T'as pas peur de débarquer ici, toi? Les flics te cherchent, un bordel. Est-ce que je peux avoir un whisky, s'il te plaît, Stas? Tu veux boire quoi, Chou? Un jus. Un jus d'orange? Tu peux mettre un jus d'orange à la petite aussi? Allez, t'assois là. Tu m'attends, je parle un peu avec monsieur. J'arrive, hein? Je t'avais demandé de lui faire peur, pas de lui démolir la gueule. Tiens. Tu m'en remets un? Voilà, un extrait tourné à Mons, tout le monde a reconnu l'Europilleur. Ouais. Pour les Montois, voilà, je ne fallait pas le dire. Nora, je pense que vous avez noté quelque chose de particulier dans ce film. Justement, donc la petite, parce que j'ai eu la chance de voir ce court-métrage, c'est vraiment une révélation. Elle a beaucoup d'expressions, elle est incroyable sur ce petit tournage. Comment ça s'est passé avec elle? Ouais, déjà, il a fallu la trouver, ce qui c'est pas évident. J'avais mis une annonce au début, mais un peu naïvement, avec l'intitulé de la boîte de prod, mais voilà, chercher une petite fille maintenant sur Internet, c'est pas du tout... voilà, et donc j'ai eu 2-3 candidatures, je me suis dit waouh. Et pourtant, bon, c'était pour un film, hein, et donc j'ai trouvé une directrice de casting qui, là, a eu beaucoup plus de chance que moi. Donc on avait une petite 50aine de petites filles. Et là, c'était compliqué parce qu'au début, je pensais que ce serait un rôle pour une petite fille de 5 ans, mais j'ai pas d'enfant moi-même. Et je me suis rendu vite compte qu'entre 5 et 7-8 ans, il y a une énorme différence. Ouais. Donc voilà. Et puis un jour est arrivé Andrea et c'était un peu une révélation. Toujours avec cette peur quand même que, même si ça se passait bien au casting et pendant les répétitions, comment ça allait se passer au tournage avec une équipe. De la vie générale. On est 25-30 avec les caméras, toute l'attention portée sur elle. Comme vous l'avez vu, il y a une scène de danse où elle est toute seule dans le café et tout ça. Et elle a géré ça comme une chef. Et en plus, on tournait de nuit, dans le froid. Alors pour votre prochain film, je peux vous passer le numéro de Nora, éventuellement, qui veut faire du cinéma. Voilà. Pour un prochain festival. Je note, ouais, voilà. Comme ça, elle sera invitée à Mons, ça sera parfait. Eh oui. Maxime, c'est sympa d'avoir un film montois, tourné à Mons par un réalisateur montois dans un festival montois. Oui, c'est sympa, mais voilà, quand les choses s'agencent comme ça, c'est bien. Nous, pour être vraiment honnête, on ne le cherche pas non plus. On reçoit beaucoup de courts-métrages. Dans cette compétition. Nous, on veut vraiment mettre en évidence les courts-métrages belges, spécifiquement dans le cadre du festival. Donc, à un moment, il y a une sélection qui se fait, et c'est vrai que... Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans le cours de Grégory, qui était tourné aussi l'an dernier, au moment de la promotion du festival précédent, en arrière-plan, on voit la visibilité du festival précédent. Alors, attention, voilà un nouveau défi pour Philippe Reynard. Il a 30 secondes pour nous faire une critique de ce court-métrage que vous avez pu visionner. Oui, moi, outre, parce qu'on vient déjà de le dire, la qualité de l'interprétation de la petite fille et du rôle principal masculin, c'est l'écriture qui m'a vraiment séduite parce que je me suis fait balader par ce film. Je n'ai évidemment pas révélé sa chute, mais dans les dernières minutes du film, on est complètement retourné. Et on se dit, ah mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser, mais je n'y ai pas pensé. Enfin, c'est un vrai film, comme tu disais, à l'américaine, extrêmement bien construit. Et puis, il y a quand même quelque chose, moi, qui me touche complètement, c'est que Grégory a eu la bonne idée de donner un petit rôle, mais important, celui de la maman, à Pauline Burlet, notre Pauline Burlet, une montoise. Ça faisait tellement plaisir de la revoir. Rien que pour ça, 10 sur 10. Ça va, merci. Éventuellement, pour un prochain projet de Grégory, si vous connaissez encore 1 ou 2 personnes à Wallimage, on va vous passer son numéro. Oui, éventuellement. J'ai encore des contacts. Allez, on va se retrouver après une petite pause. Merci Grégory d'être venu ici. La pause, tout simplement, c'est un melting pot de toutes les images de tous les films que vous pourrez voir pendant ce festival. Ça s'appelle un trailer. All veils and misty,
streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify, mystify me. Mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify, mystify me. Mystify. Voilà, ils sont bavards en plus, hein, nous ont rejoint en plateau deux visages bien connus de TLMB. Nous avons avec nous, au milieu, une grenouille, la grenouille Boren, qui a décidé de venir coasser sur notre plateau cet après-midi, ce jour, ce soir, on est tout le temps en fait. Hein. Et Francesco, bonsoir Farid, et à côté Francesco de l'émission On Improvise, qui d'habitude fait un peu de cuisine, mais cette fois-ci il fait de la cuisine avec l'amour, avec le film. C'est normal, c'est un Italien, il mélange tout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va faire ça. Merci Francesco d'être avec nous. On reprend un peu le fil de notre festival. Un festival glamour, paillettes, mais un festival aussi de compétition. Il y a des jurys. Comment ça se passe, ces jurys ? Qui sont-ils ? Par qui sont-ils choisis ? Que vont-ils faire ? Quel est leur boulot ? Oui, mais je vous parlais du scénario, et ça c'est le vrai suspense du festival, c'est le principe de compétition, qui vaut ce qui vaut, hein, dans un festival de cinéma, et puis les jurys qui vont visionner ces films tout au long de la semaine. Alors il y a évidemment une compétition de cours belge, on en a parlé, il y a une compétition internationale, il y a aussi une compétition qu'on appelle la compétition des 400 coups, avec des films un peu en décalage, et tout ça culmine au gala de clôture, avec un palmarès et une remise des prix qui est l'un des moments les plus touchants et les plus animés du festival. Alors, pas facile, hein, le rôle de juré. Il faut visionner quelquefois une dizaine de films en 3 à 4 jours. C'est-à-dire qu'on se prend beaucoup d'informations pour ensuite devoir donner un choix. C'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est une autre catégorie d'invités. On a nos invités qui viennent défendre un film, donc les réalisateurs qui sont en compétition, qui présentent une avant-première, et puis les invités des jurys qui, eux, viennent vraiment pour travailler, parce que leur programme, il est quand même bien chargé. En 4 jours, ils doivent visionner 10 films en compétition internationale. Bon, on les fait manger un petit peu entre les films. J'allais demander, on les chouchoute. Hein, c'est vrai qu'on les encadre très très bien, et ils sont souvent très heureux du voyage, mais c'est aussi un vrai travail, être jury dans un festival de cinéma. Et justement, comment ça se passe, cette sélection de jury ça se fait dans un bon timing? C'est ce qu'il y a de plus difficile, vraiment. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, les agendas. Quand des invités acceptent de venir dans un jury, ils ne font pas leur métier, même s'ils sont bien encadrés. Donc, on doit voir avec les agendas des uns et des autres. Après, il s'agit toujours c'est pas juste un patchwork de noms et de fonctions. Il doit aussi y avoir quelque chose de cohérent dans la formation de ce jury, de se dire que tel ou tel profil pourra bien aller avec tel profil. Et donc, parfois, les choses se font d'elles-mêmes. Alors, l'an dernier, on avait le jury aussi le plus âgé en moyenne d'âge. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un jury aussi âgé. Cette année, je pense, c'est le jury avec la moyenne d'âge la plus jeune. Mais tout ça, c'est arrivé aussi au fur et à mesure des démarches et des prises de contact. Alors, quelques noms de membres du jury international: Laura Wandel, Johan Blanc, qu'on a vu dans La Trêve, et Robinson Stevenin, qui est déjà venu d'ailleurs à Mons, je pense. Et puis du côté du Belgian Jury, donc celui qui va participer aux 400 coups, si je puis dire, c'est Fabrizio Rongione qui sera président. Donc des noms, là aussi, de gens que vous pouvez croiser dans les allées du festival et discuter aussi un petit peu avec eux. Même s'ils sont jurys, ils ont le droit de parler. Hein. Mais tout à fait, mais justement, ils sont aussi très gourmands au niveau des rencontres dans le festival. Oui. Alors attention, on va commencer maintenant une partie
assez difficile de cette émission, puisqu'on va discuter avec Farid et avec Francesco. Est-ce que vous connaissez le festival du film à Mons? Vous êtes déjà allé? Comment ça se passe, Farid? Moi, je suis né à Mons. Ouais. Je suis un Montois, quasiment pure souche. Je suis né donc avec un cœur, festival, avec un cœur. Oui, donc oui. j'ai rendu à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu énormément de films parce que je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma. C'était plus pour les soirées? Non, on va pas dire ça, mais oui, je connais bien et je compte y aller cette année. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut être spécialiste du cinéma pour venir au festival? C'est la question. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est le grand public, pas un festival destiné aux cinéphiles. Et je dois dire, au niveau de notre comité de programmation, on s'attache vraiment à chercher des films qui sont singuliers, réalisés par des auteurs. Mais on se dit toujours, on ne veut pas perdre le public. On veut aussi que ça touche un public assez large. Et ça, c'est aussi un exercice auquel on est attaché. Très bien. Et vous pouvez faire quelque chose pour nous, hein, c'est la météo. Ah ben voilà, justement, avant de vous mettre au défi, parce que vous aussi, si vous êtes là, c'est parce qu'on vous a mis au défi de regarder un des films du festival en primeur. Vous avez eu la chance de voir le film avant pour nous en parler, nous donner envie d'aller le voir pendant le festival. On va parler météo un petit peu avec vous. Donc, je n'ai pas le générique. Je n'ai pas le générique, mais par contre, on peut parler de cette météo du 10 au 18 mars. 10 au 18 mars. Comment ça? Alors, on est un petit peu loin encore. Hein, ça sera pas encore les terrasses à Mons, les cocktails au soleil, mais on peut espérer une amélioration par rapport à maintenant. Pour l'instant, il fait froid, il fait venteux, mais il fait sec, on a du soleil. Ça va passer par une petite phase un petit peu plus froide et humide, à mon avis, en toute fin de mois, début du mois de mars. Et après, ça pourrait devenir un petit peu plus doux. Moi, je pense qu'on va vers un temps un petit peu plus doux vers la deuxième décade de mars. Pas forcément grand soleil, mais on aura moins froid, donc on pourra déjà enlever peut-être les gros manteaux pour sortir le soir. Et ça, c'est parfait. C'est le temps parfait. Oui, mais parce qu'on ne veut pas de terrasse non plus. Non, il ne faut pas que ce soit trop bon, il ne faut pas que ce soit trop froid non plus. Je pense qu'on sera sur un temps de saison de deuxième décade de mars, ni trop chaud, ni trop froid. Et moi j'espère quand même qu'il y aura une petite éclaircie quand même. Pluie de confetti et chute de champagne. Enfin. En tout cas, je vais tout faire pour que le temps soit de la partie. Alors, vos prévisions sont toujours douces, finalement, même l'hiver. J'espère que votre critique de film va être douce aussi. De quoi s'agit-il? Le film, c'est El Agua, le film de Elena López Riera. En 2 mots, le résumé du début. C'est un film assez surprenant. Je l'ai regardé avant-hier. Alors, on se retrouve un petit peu... On est vraiment dans l'histoire, donc on est dans le sud-est de l'Espagne. Ouais. Ça me parle aussi parce qu'il y a un petit peu de météo. On parle des inondations, du fameux fleuve, du climat méditerranéen, la culture des citrons, etc. Et c'est un film dans lequel on a toujours l'impression d'être... Il y a un certain suspense, une certaine lourdeur. Alors, j'ai trouvé l'actrice principale hyper talentueuse, donc vraiment surprenante. L'histoire est belle parce que on est vraiment pris dedans. Il y a de l'amour, il y a un petit peu de spiritualité. Alors il y a le côté météo bien évidemment, parce que c'est quelque chose que je connais. Je connais le climat méditerranéen, ce qui peut se passer en automne avec les fameuses tempêtes. Et alors on a ce fameux paradoxe de l'eau qui me plaît beaucoup aussi, parce que le fleuve, il apporte la vie. On a besoin d'eau pour la culture des citrons, mais aussi il peut apporter le désastre. Comme ça a été le cas là. Et donc il y a plein de paradoxes, il y a de l'amour, mais il y a une espèce comme ça de lourdeur. L'histoire a du mal à démarrer, et après il se passe plein de choses, on peut pas dire ce qui... Oui. On peut pas parler de la fin, bien évidemment. L'amour dans ce film, où est-il? L'amour dans le film. Il est partout. Il y a l'amour, l'histoire d'amour entre les deux jeunes acteurs. Il y a l'amour mère, grand-mère, entre la fille. Donc c'est vraiment une histoire d'amour sur tous les points. Très bien. Et l'amour de la terre aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette critique, Max? C'est une très bonne critique. Ouais. C'est vrai que il a bien résumé l'idée que c'est un film sur lequel plane un mystère du début à la fin. Oui, c'est ça. Ça, c'est plutôt bien. C'est ça un peu le moteur de ce film qui nous maintient vraiment accrochés du début à la fin. Mais voilà, c'est une très bonne critique. J'ajouterais que c'est un film espagnol et que ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on reçoit toujours des premiers films espagnols qui sont d'une qualité de fabrication exceptionnelle. On a toujours des difficultés à faire d'ailleurs des choix parmi tous ces films. Et celui-ci en fait partie. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi en compétition internationale. Très bien. Ah, mais El Agua est en compétition internationale. Il y a des films comme ça qu'on va aimer voir. En tout cas, votre critique donne envie d'aller le voir. Mission réussie pour Farid. On est pris jusqu'à la fin. Ça, c'est sûr qu'on est vraiment dans un suspense jusqu'à la fin. C'est qu'au terme du film
Alors, j'ai à côté de vous le candidat numéro 2, Francesco. Alors, Francesco, avant de parler du film qui nous intéresse, on va parler de votre pays, l'Italie, puisque l'Italie, messieurs, vous ne l'ignorez pas, ça fait 38 ans que l'Italie est invitée au festival. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce pays Alors, Philippe, pourquoi est-ce que les films italiens ont toujours autant d'attrait pour nos yeux? Mais parce qu'ils sont délicieux, pour rester dans la gastronomie. Non, mais c'est vrai, c'est une cinématographie qui n'a jamais arrêté de nourrir notre imaginaire, même si elle a connu aussi des hauts et des bas liés à l'épouvantable Berlusconi, à ses télévisions, qui ont un peu tué pendant quelques années la créativité. Mais là, on est de nouveau ravis de voir le cinéma italien s'épanouir. Et puis, quand on fait un festival à Mons, si on ne fait pas un peu d'Italie, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Et puis les personnages sont avec des sentiments exacerbés. À la façon de Francesco quand il fait la cuisine ou quand il vous sert. Ça va plus loin que tout. Mais je crois que quand on fait de la cuisine, c'est qu'on fait l'amour. Soit on le fait, ou soit on ne le fait pas. Ça, c'est mon idée. En même temps, il faut avouer que je ne suis pas un expert de cinéma, puisque je n'ai jamais le temps d'y aller. À cause de mon travail, je suis toujours prise le soir, si on veut, pour la cuisine en général. Là, le film que j'ai regardé, au départ, je me suis dit, bof, encore un film de... Alors, on va planter le décor d'abord. Le film s'appelle Acqua e Anici. Acqua e Anici. Il est réalisé par Corrado Cerone. Si. Et on a Stefania Sandrelli qui est première actrice. Et ça manque le souffle à un certain moment, parce que le film, ça commence comme tous les films d'auteur. À un certain moment, je dis, c'est quoi ça? Je commence à dormir. Et oui, parce que tu sais, il faut philosopher. C'est la philosophie du film d'auteur et tout. Je dis, c'est quoi? En réalité, c'est pas un film qu'il faut regarder. C'est pas ça qu'on vous a demandé, Francesco. On vous a demandé de donner envie de... Mais justement, voilà. Justement. Il y a une deuxième partie. À un certain moment... on part avec cette idée, au moins, moi je suis parti avec l'idée de film d'épaisseur, mais le film, ça prend une certaine empathie parce qu'on ne le regarde pas à un certain moment, on le vit, on commence à vivre le film. Tu vois, tu as un voyage qui se fait, tu voyages avec, c'est pas que tu regardes le film, à un certain moment, tu te sens transporté dans cette émission, dans cette film, tu es prise du départ à la fin, et ça prend un crescendo. Et là, tu as quelque chose que ça part avec deux richesses de base. Le temps que tu as et l'amour que tu as. Et c'est intéressant parce que la dame en question, Stefania Sandrelli, il recherchait de quelque part l'amour, mais elle ne trouve pas l'amour, tu vois. Mais ils le vivent quand même. Parce qu'il y a certaines lettres qui l'accompagnent dans toute sa vie. Et le voyage qu'il fait, c'est la projection de sa vie de quelque part. Et tu ne peux pas descendre de cette carrousel de la vie. Tout à fait. Et tu es avec elle. Et tu sens. Et on ne sait pas où elle va. On ne sait pas dire où ça va, mais c'est ça la partie que ça t'accroche à la fin. Parce que le film, quand ça termine, pour toi, ça commence. Parce que tu as changé quelque chose, tu vois. Alors, c'est ça l'épaisseur que tu dis, oh, c'est passé quelque chose, tu vois. Il y a une épaisseur d'amour qui voyage avec toi. Et ça fait la grosse différence. Philippe, ça, c'est une bonne critique, ça. Ah, ça, c'est super. On a eu peur au début. Mais pour rester dans la gastronomie, c'est comme quand on essaie de faire une mayonnaise. Au début, ça ressemble à rien. Et puis, exactement, à un moment, ça prend. Mais je crois que ça a pris, justement, c'est l'inattendu à un certain moment, parce que j'étais un petit peu prévenu, quoi, là, et là, ça m'a secoué, quoi. Et tu te sens bien. À la fin, tu as regardé quelque chose que ça t'a prise et ça t'a marqué de quelque part, tu vois. Et si tu vois ça dans un film, encore une fois, c'est pas regarder le film, tu l'as vécu avec. C'est ça qu'on demande à un objet culturel, finalement, c'est de vous prendre, de vous amener quelque part, de vous faire réfléchir. Pendant le générique de fin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais pour moi, pendant le générique, j'ai soufflé. J'ai fait... Exactement, voilà. Ça te reste son souffle et tu dis... Voilà, c'est passé quelque chose, tu vois. Et pourtant, c'est pas un film américain avec les effets spéciaux et tout. Il n'y a rien de spéciaux à part la vie elle-même, quoi. Et c'est phénoménal, quoi. Nora, c'est le genre de film que vous allez aller voir et qui va vous retourner. Exactement. avec les larmes à la fin et tout. Hein. Parce que pendant le générique, en fait, on comprend tout le film, en fait. C'est assez étonnant, c'est assez bouleversant comme film. Francesco, vous avez été parfait, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et puis je dirais, c'est aussi exactement ce qu'on recherche. Ça veut dire que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours vers quoi on va. Il y a certains films comme ça, comme c'est des films inédits,
ils n'ont pas toute la promo massive parfois derrière. Et donc, il faut aller un peu à l'aventure. Et ce qu'on recherche justement, c'est que les spectateurs sortent des salles et des films et que les films continuent à vivre derrière. Exactement. Ça aussi, c'est une démarche qu'on recherche. Et je vois que ça a plutôt bien fonctionné pour Francesco. Et donc, venir au festival, regarder un des films qui nous ont été présentés pendant toute l'émission, que ce soit Chiara ou Aquayanic ou El Agua, c'est finalement se transformer soi-même. C'est prendre une dose de quelque chose et puis en ressortir mieux. Certainement, en tout cas, c'est une bonne pub pour le festival. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, je vais le retravailler, mais c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça doit laisser aussi. Hein. Le plus dommage, en fait, moi j'avoue que j'aime bien, après les séances, et écouter ce qui se passe dans les sorties de salle, les spectateurs qui parfois ne sont pas d'accord, ou si c'est plutôt intéressant, mais c'est que ça continue à vivre après la projection. Il n'y a rien de pire qu'un film, parfois, un film vite vu, vite oublié, on rentre chez soi et puis on passe à autre chose. Donc ça c'est important dans un festival, et ça fait partie du concept aussi. De deux choses l'une, soit on peut se rendre au festival, c'est du 10 au 18 mars, c'est donc à Imagique, c'est au Plaza Art, c'est aussi pour les galas au Théâtre Royal de Mons, où on ne peut pas y aller et on doit regarder TéléMB dans ces cas-là, n'est-ce pas Nora? Que se passe-t-il sur TéléMB pendant ce temps? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, présence sur les infos TéléMB le soir à 18h. Ouais. Mais pas que. On a un nouveau canal là, qui s'appelle Ici TéléMB. Donc, c'est une plateforme où les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok vont être utilisés et on pourra retrouver des contenus exclusifs, dont justement des capsules live, des moments avec les artistes, les festivaliers, le bar public. Tout à l'heure, on en a parlé. Il se passe pas mal de choses là-bas. Et j'aurai d'ailleurs le plaisir de vous proposer certaines capsules live le soir même. Voilà, vivre l'ambiance du festival. Vous serez un peu notre guide au festival tous les soirs. Exactement. En live. Très peu de temps, mais juste le temps de donner envie aux gens de venir le lendemain. Parce que s'ils vous voient en direct et qu'ils ne sont pas là, c'est dommage, vous serez au festival le lendemain sans doute. Vous nous donnez envie d'aller au cinéma, tous et toutes. Et Nora sera au bar public. Et Nora sera au bar public pour vous rencontrer également. De même que Francesco, mais ça ne nous étonne pas. Ça, je ne sais pas pourquoi. Merci en tout cas. Et donc rendez-vous sur TéléMB avec tous ces rendez-vous que vous a donné Nora. Rendez-vous aussi au festival, si vous avez le temps d'y passer, du 10 au 18 mars à Mons. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Et je vous donne rendez-vous du 10 au 18 mars. Forcément, vive le cinéma.